BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Vous le savez, aujourd'hui, BFM Business consacre une grande partie de son antenne aux ETI. C'est la journée spéciale ETI et nos experts n'échappent pas à cette thématique. On accueille donc Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous et de vous être coulés dans le moule de l'exercice imposé du jour. Mais enfin, c'est bigrement intéressant de voir comment notre épargne peut aussi soutenir, profiter de ces entreprises de taille intermédiaire. D'abord, posons un petit peu le débat, Christian. Pourquoi investir dans des ETI ? Alors d'abord c'est rentable, ensuite il y a des avantages fiscaux et puis ça donne du sens à votre épargne. Alors évidemment, rassurez-vous, il y a quand même quelques petits bémols. Alors d'abord, c'est rentable, toutes les études le montrent, notamment selon les derniers chiffres de France Invest, qui est une association des investisseurs pour la croissance. Ce qu'on appelle l'investissement dans des PME et dans des ETI non cotés en bourse a rapporté quelques 12,2% en moyenne sur les 15 dernières années, à comparer à 6,3% pour l'immobilier et à 5,1% pour le CAC 40. Et si on creuse un tout petit peu, qu'on regarde les différentes familles d'ETI, que l'on investisse par intermédiaire dans ce qu'on appelle un peu le capital innovation, le développement, transmission, véhicules mixtes, tout ça fait que donc les ETI non cotés sont clairement un placement rentable. Alors, c'est vrai que l'investissement dans le non-coté en France, qu'elle soit PME ou ETI, a toujours été encouragé par le législateur, parce que c'est un investissement risqué. Donc, il y a une carotte fiscale à l'entrée. C'est pas négligeable. Et puis, il peut y avoir une moindre imposition à la sortie. Attention, généralement, on ne cumule pas la réduction d'impôt à l'entrée et l'avantage fiscal à la sortie. Enfin, et last but not least, et c'est très important dans la conjoncture actuelle, notamment pour les plus jeunes investisseurs, l'investissement dans des ETI ou PME non cotées, ça donne du sens à vos placements. Puisque vous n'investissez pas dans un véhicule collectif où peu ou prou on ne sait pas ce que le banquier ou ce que l'assureur fait de votre épargne. Vous investissez dans une PME qui a été montée par un patron de votre famille dont vous connaissez le talent, ou vous investissez dans une PME de votre région, ou vous investissez dans un promoteur qui construit un immeuble juste en face de chez vous. Donc c'est beaucoup plus concret, ça donne du sens à votre épargne. Alors on pourrait rajouter que un petit bémol, c'est que historiquement, l'investissement dans les PME ETI non cotées, c'était un investissement un peu haut de gamme, réservé en gestion de fortune, en gestion de patrimoine. Et c'est vrai que depuis qu'on a un président qui tente, qui fait des efforts pour pousser les Français à épargner vers l'appareil productif, plutôt le seuil d'entrée dans ce type de placement a tendance à être abaissé. Donc c'est un placement certes risqué, il faut quand même le dire, c'est pas le livret A, mais c'est un placement qui se popularise et puis un placement à potentiel dans un univers, je dirais, de taux bas, ou en tout cas où les placements traditionnels rapportent moins et moins que l'inflation. Voilà le cadre posé. Ça, c'est l'observateur, c'est le rédacteur, le directeur de la rédaction déléguée du revenu qui nous dit ça. Mais le CGP, qu'est-ce qu'il en dit de cet investissement dans des ETI ? Alors le CGP, d'abord, il va rebondir 2 secondes sur ce que disait Christian, parce que c'est très important. L'investissement au capital d'ETI, ou grosse PME ETI, c'est important d'essayer de pas trop cadrer ces choses-là, parce qu'à quelque chose près, vous êtes une grosse PME, à quelque chose près, vous êtes une ETI, à quelque chose près, vous êtes une trop grosse ETI pour avoir cette appellation. Et c'est bien, quand on en parle, Cédric, de ne pas rentrer dans le risque de faire sortir des super pépites, en particulier franco-françaises, parce qu'elles sont ETI en 2022, puis qu'elles vont plus l'être en 2023, parce qu'elle a 10 salariés de plus, etc. Donc je pose cet élément-là, parce qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs se disent « Ah, ils m'ont dit que c'était bien les ETI, mais parce que c'est trop gros ou parce que c'est trop petit, je ne vais pas y aller. » Donc le CGP que je suis va essayer de dire l'important toujours, et ça m'amène à mon deuxième propos, c'est de regarder évidemment la profondeur de marché du business model de la société, et donc de l'ETI dans laquelle vous allez investir, parce que le risque est extrêmement important. Donc le CGP va rappeler en numéro 1 qu'on fait des investissements a fortiori en direct, pas par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou pas par l'intermédiaire d'un contrat, on va dire, avec avantage fiscal de type PEA ou assurance vie. Il faut être évidemment pas trop profane quand même si ça n'est plus réservé à une clientèle haut de gamme. En tout cas, il faut être un peu averti. Donc si c'est pas quelqu'un de votre famille, moi je l'ai beaucoup pratiqué avec des clients à moi ou avec des amis à moi, au travers de clubs d'entreprise, parce que ça se fait beaucoup. Et c'est comme ça que vous voyez
des PME grandir et devenir des ETI, ce tissu d'entreprises dont on manque en France. Donc évidemment, il y a un avantage fiscal, la réduction d'impôts quand vous rentrez au capital d'une entreprise. Il faut limiter évidemment le niveau de contrôle que vous avez sur cette entreprise. Si vous la contrôlez trop en capital, vous n'avez plus cet avantage fiscal. Mais voilà, 2 choses importantes. On ne reste pas enfermé dans un carcan, on ouvre un peu ses chakras. 2, on fait attention à ce qu'on fait. Et à partir du moment où on fait ça, normalement, on va viser une entreprise qui nous plaît ou des secteurs d'activité qui nous plaisent. Et on met évidemment pas tous ses œufs dans le même panier. Et là, ça marche très bien. Et ça amène évidemment à cette grande question de ce gros mot, le private equity, qui jusque-là en France n'était pas tellement connu et qui depuis quelques années est arrivé en trombe au travers de différentes formules et véhicules. Et je l'appelle de mes voeux parce que c'est financer l'économie réelle. Ouais, c'est vrai que ce que dit Stéphane est vrai, ça se multiplie. Avant, on avait un peu l'impression, je ne vais pas dire que c'était un marché réservé à une élite, mais on n'était quand même pas loin de cet état de fait. Aujourd'hui, il y a moult et moult supports qui permettent à l'investisseur presque lambda d'investir dans ce monde-là. Alors, ça se popularise, effectivement. Et puis, la vraie question qui se pose, il y a de multiples supports. La vraie question qui se pose, c'est ce que disait Stéphane, c'est que comment réduire les risques, en fait. On peut y aller seul, mais là, il y a quand même des risques significatifs. Donc, comment réduire les risques ? Alors, pour réduire les risques, il faut être accompagné. Il faut être accompagné donc, dans des clubs, par l'intermédiaire de sociétés historiquement de business angel, ou alors de façon un peu plus moderne, en passant par des plateformes de crowdfunding, de crowdlending, même si souvent c'est plutôt pour des PME plutôt que pour des ETI. Là, si vous passez par l'intermédiaire de ce type de plateforme, il faut bien sûr des plateformes agréées, CIP, IFP, PSI, ça c'est une évidence. Il faut bien aussi ne pas hésiter à poser, ou en tout cas à regarder le profil du patron des plateformes qui vous intéressent, parce que toutes les plateformes qui est sur Internet vont vous dire qu'elles sélectionnent donc, avec tout le soin nécessaire, donc alors les projets. Mais maintenant, si vous avez fait toute votre carrière dans l'agriculture avant de lancer votre plateforme de crowdfunding, on peut penser que vous êtes plus à même de sélectionner un projet dans l'agroalimentaire que dans les nanotechnologies. Ça, c'est quand même un point important. Ensuite, toujours comment réduire le risque. Il faut bien voir qu'en France, on est quand même gavé au placement sans risque. Donc, pour inciter les Français à aller vers des ETI ou des PME, non cotées ou non cotées, il faut leur répondre à leurs préoccupations qui sont de réduire le risque et de ne pas jouer leur épargne chèrement acquise à la roulette russe. Et donc, comment on fait ? On diversifie. Et pour diversifier, on pouvait le faire seul, mais c'est un peu compliqué, on passe par l'intermédiaire d'outils collectifs. Donc, alors justement, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les noms, les sigles, parce que souvent, il y a de l'acronyme en épargne. Acronyme. Alors, vous pouvez investir par l'intermédiaire de FIP, des fonds d'investissement de proximité. Ça, c'est en gros, vous investissez dans des entreprises, souvent plutôt pas forcément des PME qui naissantes, mais plutôt des ETI ou des PME qui ont quelques années, de 2 ou 3 régions limitrophes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez investir dans des FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation. Donc ça, le mot l'indique, c'est plutôt les nouvelles technologies. Et là, ce sont des produits qui sont gérés par des professionnels. Donc le risque est mutualisé. Et puis, vous pouvez aussi investir dans des fonds communs de placement à risque, donc qui investissent dans le non coté. Et là, souvent, le ticket d'entrée, c'est là où ça se popularise un petit peu. Mais historiquement, le ticket d'entrée, c'était plutôt quand même 100, 150, 200 000. Même si aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de réduire ce ticket d'entrée. Quand on parle d'outils collectifs, point plus, on diversifie. Point moins, il y a des frais. C'est logique. Vous confiez votre argent à un professionnel, il faut bien qu'il vive, il fait un boulot en rémunération, il faut bien le rémunérer. Donc il y a des frais d'entrée qu'il faut absolument négocier, il y a des frais de gestion qui peuvent monter à 4%, et puis il y a des frais d'intéressement sur la performance du placement. Ce qu'il faut bien voir, et là j'ouvre une petite parenthèse mais essentielle, lorsque le non-coté ou l'investissement dans des ETI, PME non-cotés coûte cher. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes un gérant de fonds qui investit dans des entreprises cotées, vous collectez 10 millions, vous investissez ces 10 millions sur vos valeurs favorites, ça vous coûte 0,001% de frais de courtage, quasiment zéro. Lorsqu'une entreprise qui est spécialisée dans le non-coté, les PME et les ETI non-cotés, collecte 10 millions, il faut qu'elle trouve du papier. Donc, elle va devoir rencontrer des sociétés, sélectionner donc alors des projets. Plus elle collecte, plus il y a de travail derrière pour sélectionner les entreprises. On peut toujours investir davantage sur chaque société. Mais donc, c'est peu ou prou quand même
le non coté, l'investissement dans les ETI non cotés, donc c'est un business risqué, d'où la nécessité de diversifier. Vu de l'épargnant, et puis c'est un business qui peut coûter un tout petit peu cher en frais, donc vigilance sur ses frais. Tous ces produits, effectivement, offrent un large panel de choix. Enfin, on est... Alors moi je le ferai dans l'ordre, si vous voulez bien, dans une forme d'entonnoirisation du plus gros risque au plus petit risque selon moi, parce que je vais rester dans la tournure d'esprit de Christian de partir du risque. Si je devais conseiller aujourd'hui, parce que c'est très évolutif ce marché-là, je commencerai évidemment par le non-coté en direct dont Christian parlait tout de suite. Donc là il faut avoir des copains, ou il faut être dans des clubs. Il faut être un averti. Donc là, vous avez une réduction d'impôt, on le rappelle, qui peut un peu amortir le risque que vous prenez. Ensuite, vous descendez un peu dans le niveau de risque et vous allez avoir les FIP, FCPI. Pourquoi risquer ? Parce que ce sont des fonds de commun de placement à risque. Donc, dans tous les cas, vous pouvez faire un fonds de commun de placement à risque. La BPI en avait sorti un après 2020, BPI Entreprise 1 et puis BPI Entreprise 2 l'année dernière. Dans ce sens-là, le financement des grosses PME et des ETI, FCPR, pas d'avantage fiscal, FIP, FCPI, plus risqué, parce que local ou innovation, réduction d'impôt à ce moment-là, également pour amortir potentiellement le risque, et là vous êtes sur 10, 15 valeurs. Donc on ouvre un peu son spectre, on n'est plus sur une seule, on est sur 15. Ensuite on monte avec le fameux PEA, PME, Cédric, évidemment, plan d'épargne en action, pour les PME et ETI, qui rajoute au PEA normal la possibilité d'investir plus, jusqu'à un plafond de 225 000 euros. On ne refait pas l'article sur le PEA. Vous avez un avantage fiscal après une détention de 5 ans, parce que vous avez une exonération fiscale sur ce contrat. Et pourquoi je le mets plus bas en termes de risque ? Parce que là, en général, vous passez par des OPCVM, donc des organismes de placement collectif, on va le dire ça comme ça, pour faire simple, pour éviter l'acronyme global, des FCP, souvent derrière. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de lignes d'investissement. Vous avez 30, 40, peut-être 50 voire même 100 des fois, valeurs qui sont dans ces fonds que vous mettez dans votre PEA. Donc on élargit. Et enfin, dernière possibilité, et ça sont des nouveautés, dans le fameux contrat d'assurance vie de monsieur, madame, tout le monde, dans lequel vous pouvez faire votre arborescence déjà plus ou moins risquée avec du fonds euro, des fonds immobiliers, etc. Vous avez maintenant des fonds de private equity. Il y en a très très peu. Et là, vous avez une possibilité d'avoir un risque encore moins important, puisqu'il y a toujours cette multitude de lignes, donc on mutualise le risque, et vous avez une liquidité de l'assureur. Donc vous pouvez sortir, pas au jour le jour, mais assez rapidement, puisque souvent c'est une fois tous les 2 mois, vous avez une possibilité de revaloriser vos parts. Et là, on a bien entonnoirisé le risque des clients. Donc je le ferai comme ça, si je devais conseiller aujourd'hui de faire de l'ETI en private equity. On termine, il nous reste 3 petites minutes pour donner quelques conseils, peut-être quelques recommandations produits. Alors, quelques recommandations produits, mais avant ça, une petite parenthèse. Effectivement, Stéphane a prononcé le mot-clé, c'est un des mots-clés, c'est liquidité. C'est vrai que c'est lorsqu'on investit dans le non-coté, on ne peut pas récupérer son argent à tout moment. Comme sur un livret A ou même un contrat d'assurance vie en euros, par exemple. Votre argent est peu ou prou ou sur une grande valeur. Ou sur une grande valeur côté en bourse. Votre argent est peu ou prou bloqué pour des raisons fiscales à minimum 5 ans. En réalité, vu les caractéristiques de ces produits, on est plutôt sur 7 ou 8 ans. C'est la contrepartie, je dirais souvent, d'une performance et ce qui permet à votre argent il faut laisser le temps aux entreprises de croître et de se développer. Vous comprenez bien que une entreprise ne peut pas doubler sa capitalisation en 24 heures. Donc, il y a une compréhension, je dirais, intellectuelle, logique, mais c'est vrai que pour l'investisseur, pour le particulier, il y a cette petite contrainte qu'il faut bien intégrer. Alors, quelques propositions de fonds. Il y a un FCPR qui est proposé en ce moment, qui est distribué par un certain nombre de CGP, qui s'appelle FCPR Pécan Co-Investissement 2022, que vous pouvez regarder avec qui investit dans des fonds de private equity de qualité institutionnelle. Stéphane en a parlé, bien sûr, il y a les fonds de private equity qui sont proposés par BPI France à intervalles réguliers. Le gros avantage, c'est un niveau de risque plutôt inférieur à la moyenne et puis les tickets d'entrée de quelques milliers d'euros. On n'est pas sur 100 000 euros. Puis vous avez les fonds, les FIP, FCPI, FCPR de 1, 2, 3 Investment Manager et de Entrepreneur Invest. Donc les patrons sont régulièrement sur votre antenne, Xavier Antonios et Frédéric Zablocki. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est oui, il y a un potentiel de gain, mais c'est vrai qu'il y a un risque, d'où la nécessité de diversifier. Mais le potentiel de gain, il est vraiment là, il faut bien le comprendre. On évolue aujourd'hui dans un monde des placements en 2023 qui n'a plus rien à voir avec le monde qu'on avait auparavant. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le placement à la fois rentable, sans
sans risque, sans impôt, il n'existe plus. Donc là, vous avez, en investissant dans des ETI et PME, vous avez des placements, certes, un peu risqués, voire même risqués, mais avec un potentiel de gain de plus de 12% par an. Je vous rappelle qu'à 12% par an, alors j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais en 7-8 années, même moins, votre capital, il double. Hein. Juste pour finir. Je vais rester dans. Parce que il me reste 1 minute, donc je vais en choisir un. Je vais rester sur l'assurance vie, parce que ma clientèle est plutôt une clientèle avec un profil équilibré. Le groupe Primonial, que je connais bien, a fait Primopact 2, qui est la deuxième enveloppe. C'était l'innovation il y a 2 ans, donc c'est une nouvelle innovation. Euraseo est la société de gestion qui va gérer ce fonds de fonds. Donc on est au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est Oradea, la filiale de la Société Générale, qui est l'assureur. Liquidité bimensuelle, donc tous les 2 mois, vous avez la valeur liquidative qui est affichée, donc vous pouvez sortir et rentrer. Ce sont des fonds qui ne sont pas plus chers que les autres. Donc là, on met du private equity. Il y a actuellement 100 lignes dedans. Et il y a par exemple une ETI qui s'appelle Mintech, qui est le leader européen des informations sur les matières premières et les matières alimentaires, qui permettent d'avoir toutes les données potentielles sur la valeur de coût de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, etc. au quotidien. Donc c'est une ETI parmi d'autres. Liquidité assurée et rendement potentiel entre 6 et 7. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mon cher Cédric. En tout cas, il y a quelque chose qui présage d'un bon moment. Ce sera à 12h15, c'est ça. Vous serez avec Julie Cohen-Heurton. Bonjour Julie. Bonjour Cédric. On vous retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette discussion autour des ETI, du placement, de l'investissement en ETI avec Stéphane, donc sur nos supports digitaux, c'est ça? Exactement, à partir de 12h15 sur tous nos réseaux sociaux. Retrouvez-nous, je serai donc accompagnée de Stéphane Van Huffel pour Net Investissement et on va donc poursuivre cet échange. Comment bien investir dans les ETI? Quel secteur d'activité privilégié? Quels sont les avantages et les risques? Bref, vous saurez tout. Et d'ici là, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.